Oui, merci beaucoup. C'est aussi l'occasion de saluer et dire bonjour à tous nos frères et sœurs, de bien-aimés participants au Congo Mission Network. Cette rencontre de grande importance pour notre Église et pour toutes nos églises. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés et qui continue à nous garder. Nous tenons à saluer nos frères et sœurs de la communauté presbytérienne des États-Unis d'Amérique qui nous écoutent par ce moment. Et nous leur souhaitons le vœu de meilleur pour le nouvel an 2024, que Dieu vient de nous accorder la chance de traverser. Et nous saluons ceux qui nous connaissent et tous ceux qui attendent dans ces grands rendez-vous Congo Mission. Quel est le nombre d'élèves par classe dans vos écoles? Tous les rapports que nous avons et des conseillers et des inspecteurs, avec la politique de la gratuité de l'enseignement prônée par le gouvernement congolais, il y a dans des classes, vous allez trouver 150 à 160 enfants par chaque classe et pour un seul enseignant. Parce que l'État congolais a refusé qu'on ne refuse pas tout enfant à l'école, celui qui est à l'âge de la scolarité. Pouvez-vous tracer pour moi une situation dans laquelle les étudiants passent d'un niveau à l'autre? Comme je viens de le dire, avec la politique de la gratuité, tout enfant à l'âge de scolarité entre dans l'école primaire. Dans cette école, l'enfant doit passer 6 ans. Quand il termine la 6e année, il y a un examen qui permet à cet enfant de quitter la 6e pour embrasser les études secondaires. Et quand cet enfant a réussi, il est dans la classe supérieure, donc aux humanités. Mais s'il échoue à cet examen, il peut redoubler la 6e et réessayer de s'améliorer. Il termine la 2e année au secondaire, donc la 8e, ils doivent subir un examen d'orientation. C'est cet examen-là qui va leur permettre de faire la section pédagogique, faire section littéraire, faire section technique, nutrition, ainsi de suite. Et quand ils vont terminer la 6e des humanités, ils vont passer par ce que nous appelons examen d'État, qui est un examen d'évaluation des études secondaires. Cet examen-là va coûter 25 à 30 dollars qu'on doit payer pour arranger tout. Et l'enfant maintenant va passer son examen pour obtenir son diplôme d'État. Quand il a le diplôme d'État, il peut maintenant s'inscrire à l'université. Et à l'université, s'il a reçu le diplôme avec 60% et plus, il entre à l'université gratuitement. Mais celui qui a réussi avec moins de 60%, il doit passer un autre test à l'université avant d'être recruté pour les études supérieures. C'est ça le système que nous avons ici chez nous au Congo. La politique de la gratuité de l'enseignement a aussi beaucoup encouragé la participation de la fille dans le milieu scolaire, puisque dans les temps, il fallait faire le choix pour des familles moins nanties qui avaient des problèmes, il fallait privilégier les garçons que les filles. Et pour ce moment, il n'y a pas cette question. La première question à laquelle je voudrais répondre, c'est par rapport aux efforts du gouvernement congolais en rapport avec la participation des jeunes filles à l'éducation. J'affirme que c'est une préoccupation pour le gouvernement congolais de voir les filles participer à l'éducation.
Nous avons le gouvernement avec ses partenaires éducatifs comme l'UNICEF et aussi comme l'Église qui sont en train de faire des campagnes de sensibilisation pour aider les jeunes filles à accepter d'aller à l'école et aussi pour travailler l'engagement des parents à être juste et objectif vis-à-vis des enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, donner la même chance, l'égalité de chance, la même chance aux enfants pour aller à l'école. Et cela se fait presque chaque année et c'est aussi l'effort continu du gouvernement, de l'Église et des parents. Et nous pouvons voir dans toutes les villes, surtout ici dans la ville de Kinshasa, nous avons des lycées, des grandes écoles uniquement pour les filles avec une très grande population scolaire. Et ça, c'est vraiment une préoccupation et une priorité pour le gouvernement. Quel est le principal problème lié au recrutement des enseignants aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un grand problème par rapport au recrutement des nouveaux enseignants. Il y en a ceux qui viennent de terminer les études, même au primaire, même au secondaire, mais qui ont des difficultés pour être engagés. Parce qu'il y a beaucoup de nos enseignants qui ont vieilli, qui sont à l'âge de la retraite, au-delà même de l'âge de la retraite. Il y en a ceux qui ont 70 ans, 74 ans, même 80 ans. Ils sont là, mais l'État congolais n'a pas encore disponibilisé de fonds pour payer la prime de retraite à ses agents. C'est ainsi que nous sommes dans cette petite difficulté-là. Parce que si l'État congolais avait sorti beaucoup d'enseignants en retraite, nous allions renouveler la classe moderne, c'est-à-dire des nouveaux enseignants qui ont encore du souffle et de l'énergie. Ça, c'est le plus grand problème que nous avons, mais nous espérons que le moment venu, l'État congolais pourra payer la retraite. Pour enseigner à une école primaire, oui, quels sont les besoins académiques? Non, pour enseigner au primaire, on doit avoir le niveau de baccalauréat, avoir terminé l'école primaire et 6 ans d'école secondaire pédagogique. Là où on enseigne l'école primaire. Pour enseigner au secondaire. Au secondaire, il y a plusieurs disciplines. Alors, il fallait avoir fait l'enseignement supérieur pédagogique. Mais si quelqu'un n'a pas fait l'enseignement supérieur pédagogique, au besoin, on peut prendre quelqu'un qui a fait l'université et on doit les roder comment enseigner. Nos enseignants sont régulièrement payés maintenant par le gouvernement congolais. Les enseignants de la ville, vers le 26, le 27 de chaque fin mois, ils vont avec leur carte directement à la banque et ils tirent leur salaire. Chacun au moment qu'il veut, donc à son tour. Pour ceux de l'intérieur, ceux des zones rurales, ils sont payés par Caritas, qui est une organisation caritative catholique. Alors le gouvernement congolais donne les fonds aux Caritas et ce dernier va dans des centres pour payer aux enseignants. Donc le directeur part chez Caritas avec les cartes de tous les enseignants, où il désigne un enseignant qui va avec les cartes des autres enseignants et il retire le salaire sans problème. Ça ne perturbe pas le fonctionnement des écoles. Quel est le salaire des enseignants aujourd'hui? Aujourd'hui, au Congo, les enseignants,
tant du primaire que du secondaire, reçoivent en francs congolais l'équivalent de 130 $. Mais pour ceux de l'enseignement primaire, avec le système de la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République, on leur octroie, en plus de leur salaire, 30 $, donc l'équivalent en francs congolais, comme prime de gratuité. Tandis que les enseignants du secondaire, eux, reçoivent les 130 $ en francs congolais sans doute, et ils attendent la contribution que les parents payent. Qu'en est-il des frais de fonctionnement de l'école? L'État congolais donne le fonctionnement dans des écoles. Donc toutes les écoles qui comptent un peu plus de 12 classes jusqu'au-dessus, ils reçoivent l'équivalent de 160 $ en francs congolais par mois. Tandis que des petites écoles, celles qui ont une structure moindre de 6 à 8 classes, celles-là reçoivent 90 $ par mois. Ça leur permet d'acheter les craies, les cahiers de préparation, les bics pour les enseignants, l'entretien de salles de classe, et ainsi de suite. Bon, les enfants suivent les options pédagogiques. Ils sont formés. Mais ça fait un temps où notre coordination, avec l'aide des partenaires, on a organisé les séances de formation. On pouvait éviter les inspecteurs de l'État et puis les conseillers que nous avons ici, organiser des séances de formation. Mais depuis ce temps-là, ça fait plusieurs années que les formations n'ont pas eu lieu à notre coordination. Même au niveau de l'État, certains inspecteurs qui nous contactent nous demandent pourquoi ça ne se passe pas. Nous leur avons dit, mais c'est le moyen, c'est les partenaires. Quand les partenaires nous venaient à l'aide, on était à mesure d'organiser ça. Mais tant que les partenaires ne nous a pas aidés, il nous est difficile d'éviter beaucoup d'enseignants. Les nourrir, les formateurs, les nourrir, ça nous pose un peu de problèmes. Alors, on demande aux partenaires de nous aider. Quand on trie les écoles, on peut prendre une école sur plusieurs écoles que nous avons. Alors, on n'aurait rien fait. Mais si la formation est organisée par nous-mêmes, non, ce sont nos enseignants qui vont bénéficier. Oui. Il y a les manuels pour les élèves, il y a les manuels pour les enseignants. Mais la difficulté que nous allons aussi signaler ici est que, bien que nous sommes les écoles publiques gérées par l'Église, mais quand il y a un don, si on peut appeler ainsi, ou une dotation, que ce soit le matériel didactique ou informatique ou d'atelier, que ce soit les livres, l'État préfère d'abord confier cela à des écoles non conventionnées, c'est-à-dire les écoles gérées directement par lui. Que font les conseillers ou inspecteurs lorsqu'ils visitent une école? Quand les conseillers et les inspecteurs vont dans des écoles, ils ont des missions spécifiques. La première mission, c'est recueillir les statistiques, parce que nous avons besoin de statistiques pour voir comment le travail se fait. Ils vont recueillir les statistiques, donc ils vont comparer les statistiques que les directeurs ont envoyées dans leur rapport mensuel et les statistiques réelles sur place. Ils vérifient si c'est correct. Ils observent aussi les classes pour évaluer la qualité de l'enseignement, voir comment les enseignants sont en train de dispenser les cours. Et après, quand ils vont faire cette évaluation, ils organisent des réunions, c'est comme ça que nous avons recommandé, des réunions avec les enseignants pour leur faire des suggestions en vue d'améliorer leur méthode d'enseignement. Comme ça, les conseillers d'enseignement sont souvent absents pour plusieurs semaines parce qu'ils doivent aller
d'une école à une autre, d'un territoire à un autre territoire. Okay. Oui, nous avons des conseillers. Les conseillers, là, nous les appelons les inspecteurs communautaires. Ils sont là, d'ailleurs, ils sont au bureau ici. Nous les envoyons, je vous ai dit hier, nous avons des difficultés pour les envoyer. Donc, comme notre bureau ici, on nous donne $80 pour son fonctionnement un mois. D'abord, moi, avec l'argent que j'ai, mettre les carburants, on consomme tous ces billets-là. Mais comment les envoyer peut-être pour aller travailler à Kabeya-Kamwanga, aller par exemple à Miabi, à Chilengla, ça nous pose un problème. On peut les envoyer une seule fois par an et il y a peut-être certaines écoles qui ne parviennent pas à visiter. Alors c'est un problème, mais si nous avons peut-être les moyens de transport, comme vous êtes en train de nous soutenir, ça peut les aider peut-être à se promener sans beaucoup de difficultés. Quand les conseillers vont en service comme ça, une visite, pas une école à la fois. Non, ils visitent une école, mais dans une école, il y a autant de tâches qu'ils doivent remplir. D'abord, contrôler les chefs d'établissement. C'est une tâche qui peut leur prendre peut-être 2 à 3 jours. Et on doit contrôler maintenant chaque enseignant. Si on contrôle l'enseignant après toute cette visite-là, on peut organiser maintenant, tout le monde se met ensemble pour peut-être commencer à leur prodiguer des conseils. Alors ce voyage-là, peuvent le prendre même un mois. Il peut partir un mois comme ça. On a beaucoup parlé de l'école technique professionnelle. Vous avez aussi, dans un autre endroit, parlé de centre de formation de court terme. Oui. Dans la réforme de l'éducation, l'État congolais avait, d'abord, on trouve qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été transformées des écoles normales en des écoles techniques et professionnelles. Ainsi, vous trouvez là où il y avait des écoles de formation pédagogique, on a transformé ça en coupe et couture, ainsi de suite. Ça, c'est la politique, puisque le gouvernement veut que quand les élèves terminent, même s'il n'y a pas l'engagement, eux-mêmes peuvent faire quelque chose pour assurer leur survie. C'est dans ce sens que l'accent est mis sur les écoles techniques et professionnelles. Donc, nous en avons aussi assez. Nous avons les écoles de menuiserie, nous avons les écoles de mécanique et électricité, coupe et couture et d'autres sections techniques dont les matériels font défaut, les matériels didactiques et d'ateliers font défaut. L'État a pensé encore créer un autre ministère de la formation professionnelle pour détacher l'enseignement normal qui prend beaucoup d'années à l'enseignement professionnel de courte durée. Et là aussi, l'État a donné cette possibilité à des églises, à la communauté, pour créer les centres de formation professionnelle. Nous avons parlé de formation technique. D'où est venue cette idée? Oui, l'idée est venue des partenaires. On a trouvé qu'il y a les secondaires, les options qu'on appelle les options générales, telles que la pédagogie, telles que la biologie. Ces options générales-là, quand l'enfant termine, il est obligé maintenant d'aller postuler pour avoir de l'emploi. Sur ma table ici, il y a beaucoup d'emplois, ceux qui cherchent à être enseignants. C'est pourquoi on a compris qu'on est en train de former, mais on forme les chômeurs, les gens qui ne vont pas travailler demain.
il fallait aller vers les écoles techniques. Techniques comme la mécanique générale, comme par exemple la commerciale et gestion. Mécanique générale, quand l'enfant travaille et lui-même peut monter les carages, et à partir de là, il peut engager d'autres personnes. Il n'aura pas le temps d'aller chercher de l'emploi quelque part. Commercial et de gestion, quand l'enfant termine, l'enfant sait déjà manipuler l'ordinateur et tout ça, il peut monter un cyber quelque part, il peut commencer lui-même à saisir là. Chaque jour, il peut gagner quelque chose au lieu d'avoir la farde sous les aisselles pour commencer à demander les services. C'est comme ça que l'État a raisonné. Il fallait aller vers les écoles techniques, peut-être créer les écoles pour la construction. Quelqu'un qui termine là-bas en construction, il est à mesure de prendre peut-être les triwells et commencer à travailler sans attendre l'engagement quelque part. C'est parti de là, mais ça continue toujours à poser des problèmes parce que même les écoles là n'ont pas de programme, n'ont pas de matériel. Les écoles techniques, on les a créées, mais il n'y a pas de matériel. L'enfant qui termine là-bas, l'enfant a la théorie, peut-être une théorie mal apprise, et il ne connaît pas de la pratique. Pour avoir les statistiques, comme vous venez de la réunion annuelle des coordinateurs, c'est le seul endroit où on peut trouver les statistiques, les données pour tout que ça, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il n'y a pas un bureau central. Nous n'avons pas un bureau central. Pour le CPC. Oui, nous n'en avons pas. Il y a 5 coordinations. Il y a 5 coordinations et chaque coordination est indépendante. Ok. Pour en avoir les 5, c'était la décision de l'État ou bien de l'Église? Comme moi je suis coordinateur maintenant, je suis au Kasaï oriental. Je ne peux pas diriger une autre école qui est dans une autre province administrative. D'accord. Alors pour ces besoins-là, il fallait qu'on ait une coordination à Cabinda pour surveiller nos écoles qui sont à Lomami. Et leur besoin aussi, vous voyez, il fallait rapprocher les administrés aux administrateurs. Quand vous quittez Mboujmaï, allez à Cabinda. À Cabinda, c'est à peu près 300 km. Mais les écoles ne sont pas seulement à Cabinda centre. Non. Il y a des écoles qui sont dans des coins les plus reculés de Cabinda. Prendre quelqu'un ici, un conseiller, l'envoyer là-bas, il peut faire autant de morts. Vous-même, vous avez vu les états de nos routes en ville. D'abord en ville, les états mais à plus forte raison dans les milieux les plus reculés. Alors ça posait un problème. On a trouvé qu'il fallait créer un bureau de proximité pour rapprocher les enseignants à leurs administrateurs. La deuxième question à laquelle je voudrais répondre, c'est ce que l'Église fait pour nos écoles, à part le fait que nous leur avons donné des aumôniers qui contribuent à renforcer le moral et le spirituel de nos enfants en leur apprenant à connaître Dieu, à recevoir Dieu, à servir Dieu et aussi à connaître notre Église et notre doctrine. La communauté presbytérienne de Kinshasa intervient toutefois que le besoin est là, que les moyens aussi sont disponibles, nous intervenons. Je pense qu'il y a 2 ans, nous avons équipé une école primaire, un bâtiment de 6 classes. Nous l'avons équipé en banc scolaire, ce qui a coûté
à peu près à $3 500. L'année passée, nous venons d'équiper l'école à Kimpese, l'école de la CPK à Kimpese, en banc scolaire, une école de 4 salles de classe. En 2020, la CPK a construit un bâtiment scolaire de 6 classes. La CPK, avec ses moyens propres, a construit un bâtiment administratif pour la coordination communautaire de nos écoles. Nous faisons les efforts ici, comme ici à Kinshasa, comme dans les provinces, quand nous avons de moyens. Mais sinon, c'est un souci d'être de manière permanente à côté de nos écoles, et aussi à inviter nos partenaires à se joindre à nous pour nous accompagner dans cette grande vision qui est l'une des grandes priorités de notre Église. Dans l'éducation évangélique, d'abord nous avons le programme des religions. On commence avec les enfants au primaire. Il y a des enfants, chaque année ici, notre pasteur, le pasteur Etibemba, il baptise pas moins de 200 élèves chaque année. 200 élèves. On apprend, vous voyez maintenant, chez nous, avec aussi les églises, parce que les églises, pilules, se multiplient du jour au jour, comme c'est devenu les moyens pour avoir aussi. Il y a des gens qui créent des... Mais malgré cela, nous avons des jeunes dans nos écoles. On est en train de stimuler les enfants. Nous, au niveau de nos écoles, chaque semaine, nous avons une période de culte. De culte, on doit apprendre aux enfants comment prier, peut-être notre catéchisme, on enseigne aux enfants chaque année ici. Et les enfants qui sont déjà aux humanités, on leur donne la possibilité de s'enseigner eux-mêmes. Peut-être vous allez trouver les élèves qui prêchent, qui font tous les programmes, tout ça qui prêchent. De cette manière-là, nous sommes en train de gagner certaines âmes à devenir de vrais croyants presbytériens. Les besoins des écoles de la CPK sont énormes. Nous avons le besoin en construction des écoles, en réhabilitation des écoles, en équipement des écoles en matériel didactique pour les écoles techniques, en matériel d'atelier et de laboratoire, et aussi en manuel scolaire. Ça, c'est un problème qui est encore crucial dans nos milieux. Le banc, équipement en banc, et aussi même la construction des installations hygiéniques qui sont commodes, adaptées. Est-ce qu'il y a autre chose que vous, comme coordinateur, vous transmettre, vous apprendre à les amis aux États-Unis, surtout cette conférence de mois de mars? Oui, aux frères et amis des États-Unis, vous êtes sur terrain, je crois. On est en train de se débrouiller, peut-être pour atteindre un certain niveau. Nous avons besoin, au niveau de mon bureau ici, on a besoin des ordinateurs. En dehors des ordinateurs, les membres du bureau, même moi-même, l'enseignant du primaire là, me dépasse au salaire. J'ai un salaire qui est maigre par rapport à l'enseignant que je dirige. Je demande à nos frères de subvenir aux agents du bureau, peut-être suppléer avec quelque chose dans ce qui les touche là. Ils sont chefs, mais ils ont
un maigre salaire par rapport à leur diriger. Ce qui n'est pas du tout bien. Après ça, je leur félicite parce que j'ai la moto est restée là-bas. Pour ceux qui sont en train de faire jusqu'aujourd'hui, et je leur demande de nous soutenir pour la formation. Pensez pour la formation des enseignants, qu'il ait peut-être chaque année une formation, même dans un coin. Si c'est en Mbuji-Mayi, on peut avoir les enseignants de Mbuji-Mayi et de Tilenge, peut-être à Kabé-Kamano. Nous pouvons par degré. De cette manière-là, nous serons au niveau par rapport au changement qui s'opère dans notre secteur de l'enseignement. Quels sont vos principaux besoins en tant que personnel du bureau de coordination? Merci beaucoup. Ça, je l'avais dit quand nous étions avec Bill. La première chose, je remercie les partenaires. Les motos Bajaj que nous avions demandé lors de nos consultations, notre réunion de consultation des coordinateurs, ils nous ont envoyé ces 3 motos qui étaient demandées l'année passée. Grand merci à eux. Deuxième merci, c'est que lors de notre réunion de coordinateurs récemment, nous avons demandé qu'ils nous donnent 2 motos DT, Yamaha DT 125, des motos robustes qui peuvent nous aider à aller partout dans les territoires pour visiter les écoles. Mais le grand besoin maintenant que nous avons est celui-ci. Les agents de bureau ici, qui sont supposés être chefs des écoles, ce sont eux qui exploitent les rapports, ce sont eux qui font tout le travail. Ils les touchent, même moi le coordinateur, l'équivalent de $130 comme les autres enseignants. D'ailleurs, les enseignants nous dépassent parce qu'eux ont une prime de gratuité. Alors, j'ai demandé à Bill qu'il fasse un plaidoyer pour nous auprès de nos partenaires. S'ils peuvent nous appuyer avec un fonds pour que ça soit un support, une petite augmentation sur les salaires des agents de bureau pour qu'ils se sentent aussi à l'aise. Et je lui avais dit que pour qu'on soit très concret, nous aurions besoin de 2 ordinateurs et 2 imprimantes pour chacun de nos bureaux de coordination. Voici au moins en détail ou en synthèse le grand besoin que je ressens au niveau de nos coordinations. Merci beaucoup.